Bonjour à tous, c'est Vincent Pavanello, fondateur de la Maison des Mandataires. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau format que nous lançons aujourd'hui, l'interview du dirigeant. Et donc, comme son nom l'indique, dans ce nouveau format, nous irons à la rencontre des dirigeants des réseaux de mandataires, les grands, les moyens, les petits, pour connaître leur expérience, pour connaître leur parcours, leurs ambitions et pour échanger avec eux. Et je suis d'autant plus ravi de commencer et d'inaugurer ce nouveau format ici à Annecy avec Guillaume Toussaint, fondateur et dirigeant du réseau 3G IMO. Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Pendant cette interview d'une trentaine de minutes, j'aurai à cœur de t'interroger sur l'histoire de 3G IMO, le présent et puis le futur évidemment de 3G IMO, tes ambitions pour ce réseau. Dans un deuxième temps, d'échanger avec toi sur ton parcours d'entrepreneur. Parce que 3G IMO, c'est 700, 800 entrepreneurs, mais c'est aussi un entrepreneur au milieu de ces 700 entrepreneurs qui a son parcours. Et ce sera intéressant que tu nous en dises un peu plus. Et puis on finira dans une troisième partie sur ta vision du marché, à court terme, à moyen terme, dans une période de grande incertitude. On en conviendra facilement. Voir un petit peu comment tu ressens les choses en ce début d'année 2022 et comment tu vois les choses pour les mois à venir. Donc voilà pour l'introduction. Vous avez compris le format. Nous rencontrerons donc tous les dirigeants de l'écosystème sur le même format. Et on commence aujourd'hui avec Guillaume Toussaint. Donc Guillaume, première question très simple. Est-ce que tu peux peut-être te présenter et en quelques mots présenter le réseau que tu as fondé, 3G IMO. Et puis après, je rentrerai dans le détail de l'historique du réseau, ses chiffres actuels. Mais la parole est à toi pour un petit temps de présentation. Très bien. Merci Vincent. Grand merci à toi, la Maison des Mandataires, de m'accueillir dans ce nouveau format et je suis ravi de pouvoir inaugurer tout cela. Alors moi, Guillaume Toussaint, Vincent, j'ai un parcours qui est comme beaucoup d'agents commerciaux en immobilier que je qualifierais d'un petit peu atypique. C'est-à-dire que dans les réseaux de mandataires aujourd'hui, il y en a très très peu, je crois. Il faudrait tenir des statistiques, mais il y a très peu de personnes qui se destinaient à être agent commercial en immobilier. Et c'est mon cas. Je ne me destinais pas du tout à être dans l'immobilier au départ, puisque j'ai un parcours qui était dans l'environnement. Donc j'ai étudié l'environnement et le parcours de vie a fait que on fait des rencontres. On change également avec l'âge, etc. Et lorsque j'ai terminé mon cursus scolaire donc dans l'environnement, c'était complètement bouché à cette époque-là. On est dans les début des années 2000, 2003, 2004. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais je ne vais pas rester à rien faire, etc. Et qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire ? Et puis, comme beaucoup aujourd'hui, on parle d'immobilier dans les réunions de famille, on parle d'immobilier entre amis, et je me suis dit, pourquoi pas de l'immobilier ? Et les réseaux de mandataires n'existaient quasiment pas à ce moment-là, mais j'ai démarré mon parcours immobilier dans une agence immobilière, ici à Annecy, c'était dans une zone industrielle en fait. Donc tu vois, il n'y avait pas de vitrine, c'était encore l'époque des journaux papier parus-vendus, top annonce. Et avec mon futur associé que j'ai rencontré dans cette agence immobilière, on a décidé à un moment donné, en 2004-2005, de se lancer dans l'aventure des réseaux de mandataires immobiliers. Donc à l'époque, il y en avait très très peu. Et puis on s'est quand même dit, on va essayer de monter un modèle économique qui se démarque de ce que les autres font, parce que ça ne sert à rien si tout le monde fait la même chose. Et l'aventure 3G IMO donc, a démarré en 2006. Oui, c'est ça, 2006. Et donc sur un modèle où on voulait plutôt... alors c'est pas que j'ai quelque chose contre ceux qui démarrent dans l'immobilier, parce qu'on a tous démarré à un moment donné, et moi le premier, mais un modèle économique qui s'adresse plutôt à des gens qui sont déjà issus de la profession, que ce soit en agence, etc. Et ça, dès le départ, c'était ta vision de faire un réseau plutôt de gens qui avaient déjà une expérience dans l'immobilier ? Oui. C'était dans le projet original. Parce qu'on avait avec mon ancien associé également quelques connaissances dans les agences immobilières qui voyaient ce modèle économique commencer à pointer le bout de son nez, notamment avec l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Et ils nous disaient... on a encore du mal à y croire, mais on voit que ça commence à prendre. On voit que la mayonnaise commence à prendre, etc. Et donc, les premiers à nous avoir rejoints, c'était des gens d'agences immobilières.
Et ça, c'est 2006. Donc le premier Là, on était conseiller. en 2006. Ouais, Le c'est premier ça. conseiller 3GIMO, c'est C'est ça. 2006. Ici, sur Annecy, juste à côté du siège, parce que quand tu démarres quelque chose, surtout à l'époque où le modèle des réseaux de mandataires n'était pas du tout connu auprès du grand public et même dans le milieu des agences immobilières. Donc on a démarré comme ça, et forcément on savait que ça serait un petit peu plus long de développer ce type de réseau plutôt que de partir sur des recrutements beaucoup plus intensifs. Voilà, donc ça a pris un tout petit peu plus de temps. Et puis en 2008, alors il y a eu une fameuse crise qui est complètement différente de celle qu'on a pu traverser ou qu'on traverse aujourd'hui de par la crise Covid et ses conséquences. Mais on a réussi à passer cette crise de 2008 aussi parce qu'on était resté une structure légère. Donc avec mon associé, on était vraiment structure légère, on n'était que tous les deux, plus une première assistante en 2008. Voilà, parce qu'on voulait vraiment rester sur de la structure qui s'adapte aussi à de l'entrepreneuriat, parce qu'on était les premiers nous-mêmes à avoir été sur le terrain, et on savait que ce dont a besoin un agent commercial en immobilier sur le terrain. Donc on sait qu'il faut de la structure légère, on sait qu'en fait, je dirais, entre guillemets, on n'a pas besoin de grand-chose. Connexion à Internet, un bon accompagnement. Quand le négociateur a une question, qu'est-ce qu'on fait? Il faut être là, il faut être présent pour répondre à sa question. Et puis, en général, ça suffit ou presque pour réussir et démarrer correctement l'aventure. Voilà comment 3GIMO a démarré à cette époque-là. Ici, à Annecy, voilà. Entre 2006 et 2007, c'était là les voilà. 3GIMO aujourd'hui, en quelques chiffres peut-être, et comme ça chacun pourra se représenter ce qui a été la croissance au fond en une dizaine d'années, plusieurs centaines de conseillers partout en France, peut-être nous rappeler les quelques grands chiffres, là peut-être à fin 2021. Ouais, donc à fin 2021, on était à peu près 650 négociateurs sur toute la France. Alors j'y englobe évidemment les départements d'outre-mer. Pour un chiffre d'affaires qui s'établit à 33 millions d'euros à peu près, donc une croissance sur une moyenne de 15-20% par an, qui était un peu supérieure là, sur l'année 2021, mais je pense que c'est la même chose dans toutes les structures. C'est un peu une année, on va dire, à part. Quand tu regardes le marché immobilier, les statistiques des notaires, dans l'ancien, on est encore sur une année record. Et je pense que toutes les enseignes, que ce soit agences, réseaux, on est tous sur une année record en 2021. Donc oui, effectivement, une très bonne année, un recrutement plutôt, on va dire, qualitatif, et puis des chiffres qui sont en hausse à tout niveau, même en volume de vente. Et en chiffre d'affaires par conseiller, donc on comprend que c'est plutôt un bon chiffre d'affaires par conseiller. On est dans des ratios assez élevés. Tu as des chiffres à partager avec nous là-dessus? Ou l'ordre de grandeur, on peut le calculer facilement. Mais... Nous-mêmes, tu vois. Alors après, il faut prendre une moyenne pondérée de négociateurs sur l'exercice, entre les recrutements, etc. Mais si tu prends les 33 millions que j'annonce là, tu prends à peu près 600 négociateurs, donc on est légèrement supérieur à 50 000 euros. Annuel, hors taxe, voilà. Ce qui on regarde un peu, ce qui est annoncé dans la plupart des réseaux aujourd'hui. Et comment tu l'expliques ça, ce haut? Alors peut-être le fait que les gens sont plutôt des professionnels, donc ils viennent avec avec une compétence forte et puis une capacité à très vite produire. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent pour toi le fait, ce bon niveau de chiffre d'affaires amené aux conseillers? Je l'expliquerai avec différents facteurs, dont le premier que tu viens d'évoquer, évidemment un recrutement sélectif. Également les outils logiciels, accompagnement que l'on met en place au sein du réseau. Parce que là, on est dans nos locaux 3GIMO au siège à Annecy. Et comme tu le vois, il y a une équipe informatique qui est là, qui est présente, qui s'occupe de créer, de gérer tous les outils logiciels, puisque la plupart sont conçus en interne. Donc comme je le disais tout à l'heure, on essaye de s'adapter aux besoins des négociateurs. Tu as un exemple concret d'outil que vous avez développé en interne qui peut-être parlera bien notre logiciel métier. Okay. Le logiciel métier est en permanence en évolution, puisque j'ai la chance, on se l'est créé, la chance d'avoir notre équipe informatique, mais la chance de pouvoir le faire évoluer en permanence, c'est-à-dire que dès que j'ai un négociateur qui appelle au siège, soit parce qu'il y a un bug, soit parce qu'il y a un manque sur le logiciel, j'ai tout le temps la réaction du négociateur que 24-48 heures après, selon la chose qu'il y a à faire, c'est déjà amélioré, changé, etc. Donc ça, c'est un énorme confort pour eux. Ils nous le disent sans arrêt. Après, qu'est-ce qui fait aussi qu'on a
un chiffre d'affaires moyen par collaborateur qui est assez élevé. C'est le marché immobilier actuel. On vient d'en parler. Évidemment, ça joue aussi, malgré les quelques difficultés qu'on voit se profiler, la difficulté à rentrer du mandat et la concurrence qui est de plus en plus élevée, de plus en plus féroce aussi. Voilà, c'est tous ces facteurs-là imbriqués qui font qu'aujourd'hui, on est le réseau ou l'un des réseaux au plus important chiffre d'affaires moyen par négociateur. On a parlé de ta croissance, les outils, les bons chiffres, notamment ramenés aux conseillers. Je pense que c'est un des marqueurs forts de 3G IMO. C'est bien que tu aies pu en parler. Si on parle un peu de la structure de rémunération, qui est aussi une des spécificités de ton réseau, tu reverses plutôt 80%, 85%. C'est quoi les différentes formules? Peut-être aussi, sans rentrer dans les micro-détails, mais que tu expliques un peu ta politique de rémunération. C'est important pour ceux qui nous écoutent et qui seraient tentés de rejoindre ton réseau ou simplement par curiosité. Alors, on est parti du principe à l'époque, et j'ai gardé ce même principe aujourd'hui, que le travail en lui-même sur le terrain, c'est quand même le conseiller immobilier qui le réalise à 99, voire à 100%. C'est pas moi qui vais rentrer les mandats à leur place, c'est pas moi qui vais faire les rendez-vous, c'est pas moi qui vais chez le notaire. Nous, réseau, on est là pour les accompagner, Et il y a un élément quand même aussi à prendre en compte, c'est sur l'aspect juridique, que le titulaire de la carte pro au sein d'un réseau de négociateurs, s'il y a un problème, c'est forcément sur lui. On va les taper sur ses doigts. C'est lui qui va prendre, si je peux le dire ainsi. Donc, partant de ce constat-là, on s'est dit, mais c'est quand même le négociateur qui fait, comme je viens de le dire, la plupart du travail, donc c'est normal qu'il en récolte les fruits. Par contre, il y a quand même aussi cette part de risque que prend l'entrepreneur que je suis, titulaire de la carte pro, qui engage la responsabilité de la carte pro, une responsabilité financière et sur plein de choses. Donc on s'est dit, il faut qu'il y ait une rémunération qui soit suffisamment élevée pour que le négociateur s'y retrouve, le fruit de son travail, etc. Mais aussi que le réseau s'y retrouve en fonction du risque pris aussi par le dirigeant, le fondateur, etc. Donc ce constat-là fait, je me suis dit, et en observant aussi ce qui se fait bien évidemment par ailleurs, en agence, les réseaux, etc., on s'est dit qu'est-ce que je peux leur apporter de plus et qui valorise le travail dans ce que moi j'estimais à sa juste valeur pour un négociateur. Donc c'est pour ça qu'à l'époque on avait sorti plusieurs formules de rémunération adaptées en fonction du profil du négociateur, de ce qu'il souhaite, du package, ce qu'on appelle communément un package, qui comprend différents outils, de la communication publicitaire, etc. Et donc on a proposé jusqu'à aujourd'hui plusieurs formules, dont une à 85% fixe de la rémunération et une autre à 92%. Donc ça laisse le choix au négociateur en fonction, on va dire, de ses moyens financiers. On sait aussi qu'il y en a certains qui sont en double activité, puisqu'ils sont indépendants, donc on les laisse bien évidemment gérer leur carrière professionnelle comme ils le souhaitent. Donc on leur laisse le choix et on adapte aussi qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir dans leur formule, etc. pour qu'eux-mêmes aient le choix de la rémunération en fonction de leur activité. Est-ce qu'ils font beaucoup de ventes, pas beaucoup de ventes, etc. Voilà. Il y a une forme d'agilité que tu as. Exactement. Et si on parle un peu parrainage, puisqu'on sait, et je pense que dans ce format-là d'interview du dirigeant, on aura l'occasion de discuter de différents modèles qui existent. Toi, ta position là-dessus, tu es allé moins loin que d'autres dans le parrainage à plusieurs niveaux. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et où tu en es et comment ça fonctionne chez 3G IMO? Je pense que ça intéresse aussi les gens qui nous regarderont. C'est vrai qu'en 2006, quand on a créé, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait très peu de réseaux. Des modèles économiques, il y en avait également très peu dans les réseaux de mandataires. Il y avait ceux qui faisaient du recrutement de nouveaux négociateurs, qui leur mettent le pied à l'étrier, etc. Et c'est très très bien. Et d'autres réseaux qui sont arrivés, comme nous, et puis d'autres plus tard, avec des modèles économiques encore différents, notamment avec ce qu'on appelle du MLM ou d'autres choses comme ça. Moi, je pars d'un principe, Vincent, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où on est sérieux. Ce que j'appelle sérieux, c'est respect de la législation, c'est respect du client, c'est les accompagner du mieux qu'on peut, être professionnel, ne pas, comme je dis souvent, raconter n'importe quoi, parce qu'on ne va pas à la boulangerie acheter un morceau de pain. Donc le client, il a besoin d'être rassuré, accompagné, etc. Donc c'est sûr que là, pour moi, il y a de la place pour vraiment tout le monde. Je n'ai rien contre les autres modèles économiques. Et donc, moi, je souhaite à tout le monde de se développer, que ça marche pour tout le monde, etc. Donc, qu'il y ait encore 10 réseaux qui se créent demain, ça ne va pas forcément me poser problème.
Et toi, ta position, c'est donc plutôt moins de parrainage. En tout cas, on peut quand même avoir des filleuls ou chez 3GIMO ou chez pas? 3GIMO, non, on n'est pas parti sur ce système-là, qui est un système qui est très bien, puisqu'il est très vertueux en termes de recrutement, etc. Nous, on a préféré opter pour ne pas mettre en place ces systèmes-là, si ce n'est quand même que quand quelqu'un nous recommande un bon négociateur ou recommande 3GIMO, on sait aussi remercier le négociateur en question, ça peut être de différentes manières, hein, en lui offrant des prestations avec des partenaires, ça peut être de la gratuité sur du package, etc. Mais il n'y a pas de récurrence sur les ventes des autres négociateurs au sein de 3GIMO. Voilà, je n'ai pas voulu rentrer dans ce système-là. Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose contre ces modèles économiques-là, mais parce qu'il faut aussi se différencier et puis aussi être différent des autres. Bah, c'est une spécificité et je pense que c'est bien que tu aies pu en parler. Puisque tu parlais, au fond, ta capacité à récompenser les gens qui te recommanderaient des bons conseillers, peut-être un mot, et je pense qu'après on aura fait le tour, à mon avis, du modèle 3GIMO, et je pense qu'il sera clair, sur les apporteurs d'affaires, sur les leads vendeurs, donc les gens qui vous recommandent des vendeurs, est-ce qu'il y a un système aujourd'hui chez 3GIMO de récompense des apporteurs d'affaires, ou est-ce que ça se fait conseiller par conseiller? Comment ça fonctionne dans ton réseau? Comme tu viens de l'évoquer, jusqu'à aujourd'hui, ça se faisait. Ça se fait plutôt conseiller par conseiller. Comme sur d'autres sujets, ils sont indépendants. J'avais préféré leur laisser le choix de s'entourer avec des sociétés X, hein, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, hein, qui proposent du lead vendeur ou autre, parce qu'ils sont indépendants. Et pour moi, je ne me voyais mal imposer quelque chose aux négociateurs ou recommander fortement. Ou si je prends un autre exemple qui est avec les courtiers bancaires, pourquoi j'imposerais quelque chose, alors qu'on sait très bien que c'est toujours une question d'humain, c'est toujours une question de personne. Tu peux avoir quelqu'un qui va être très compétent sur un secteur géographique et quelqu'un qui le sera beaucoup moins sur un autre. Donc je préfère laisser le négociateur s'entourer de personnes avec qui il a envie de travailler, notamment pour ses recommandations en apport d'affaires. Par contre, aujourd'hui, on s'aperçoit que depuis la fin 2021, début d'année 2022, le constat de tous les négociateurs, je peux même l'affirmer, dans toutes les structures, la difficulté, c'est de rentrer du mandat, donc du lead vendeur. Donc aujourd'hui, comme tout le monde, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus aux négociateurs? Comment on pourrait se démarquer? Malgré qu'aujourd'hui, on ne va pas non plus inventer la poudre, comme on dit, mais on est en train donc de nouer des partenariats avec des structures. Alors, ce n'est pas évident hein, de trouver des sociétés, parce qu'il y a tellement aussi de sociétés de charlots, comme on dit, hein, comme dans tout domaine, que ce n'est pas évident de trouver des structures sérieuse. Donc on a quand même noué un partenariat, donc je ne citerai pas le nom aujourd'hui, mais un partenariat avec un site qui nous apporte du lead vendeur, alors qui est plus ou moins qualitatif. On sait très bien que le particulier parfois donne des fausses adresses, simplement par curiosité. Ça peut être des professionnels entre guillemets déguisés. Et puis un deuxième sujet, c'est également, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on crée en interne nos propres outils, logiciels, etc. Donc on va créer un logiciel pour les indicateurs d'affaires, hein, parce qu'il ne faut pas confondre apporteur d'affaires et indicateur, hein, il y a une nuance juridique sur le sujet, mais pour les indicateurs d'affaires, donc pour les particuliers. Donc c'est pour ça que je suis en train de recruter des informaticiens supplémentaires, des développeurs web, pour travailler sur ce logiciel qui, je l'espère, j'ai bon espoir, sorte d'ici à la rentrée de septembre. Ok. Je crois qu'on a fait le tour. Donc on est là, je rappelle, au siège à Annecy de 3GIMO. Une dizaine de personnes travaillent ici? Ouais, c'est ça, on est 12. Et tu vas recruter un petit peu cette année? Pas forcément prévu. Okay. Alors, pas parce qu'il n'y en a pas le besoin, okay, mais justement, de par l'amélioration de l'outil informatique, on arrive à rationaliser au niveau administratif. Et comme, on va dire que et c'est même vrai, je suis quand même très très bien entouré. Alors d'une part parce que peut-être on a su s'entourer, mais aussi il y a un bon état d'esprit dans l'équipe, une équipe assez jeune, dynamique comme tu as pu le voir. Et c'est vrai que ça aide beaucoup et on gagne un temps fou, un temps extrêmement précieux. Donc aujourd'hui on est une grosse dizaine, en 3 pôles. Un pôle informatique, un pôle communication et puis un pôle administratif. Très clair. Je crois qu'on a tout dit sur le modèle 3GIMO. Il y aura encore beaucoup à dire. On a bien résumé la chose et on a encore beaucoup de choses à évoquer. Donc on va... Qui se structure, qui a des spécificités fortes sur le type de profil que tu recrutes, en tout cas qui rejoignent plutôt, on ne parle pas de recrutement, mais qui rejoignent 3GIMO, sur les outils que tu développes plutôt en interne qu'en externe, c'est un peu ce que tu nous as expliqué. En tout cas sur le positionnement, je pense que c'est clair et donc je propose qu'on passe à la deuxième partie. Avec plaisir.
On est de retour dans cette émission consacrée à Guillaume Toussaint, fondateur et dirigeant du réseau 3G IMO. On a parlé dans la première partie des spécificités de ce réseau, de son historique. Et moi, j'aimerais maintenant, Guillaume, dans cette deuxième partie, parler de ton parcours d'entrepreneur, de la façon dont tu considères les entrepreneurs qui travaillent dans ton réseau. Et tu nous as dit qu'ils étaient 650. Alors, j'imagine qu'il y a différents types d'entrepreneurs. Ce n'est pas tous les mêmes. Hein, et par définition, c'est ce qui fait aussi le charme de ton métier. De la façon dont tu organises les choses pour qu'ils soient pleinement entrepreneurs et qui réussissent dans cette très belle vocation. Mais d'abord, puisque tu es un entrepreneur parmi eux, tu l'as dit d'ailleurs dans la première partie, toi, quel a été, au-delà du choix sectoriel sur lequel tu es revenu, qu'est-ce qui a fait un jour dans ta vie que tu t'es dit « je ne veux plus travailler pour les autres, je veux travailler pour moi » Le déclic, est-ce que tu sais le dater ou nous l'expliquer? Parce que je crois que un entrepreneur, c'est toujours quelqu'un qui décide à un moment donné de travailler pour lui. Déclic, je pense, c'est quand je suis né. Non, plus sérieusement, mais je le suis presque. Quand je te dis le déclic, c'est quand je suis né. Puisque pour moi, on ne devient pas entrepreneur, on est entrepreneur. Pourquoi Parce que pour être entrepreneur, il faut... Bien évidemment, on a tous des qualités, des défauts, mais il faut quand même pas mal de qualités, ou surtout, il faut avoir cet esprit d'entreprendre, avoir envie à la base de travailler pour soi-même. Il faut être ambitieux. Si on n'est pas ambitieux, on ne peut pas réussir. Après, il ne faut pas oublier que la réussite, elle passe aussi, pas uniquement par soi-même, mais il faut aussi savoir s'entourer. Et c'est là où on en vient au réseau de mandataires. S'entourer pour un négociateur, c'est réussir à s'entourer d'un réseau qui est structuré de manière à correspondre à ce que lui, il recherche. Et inversement, le réseau doit apporter au négociateur ce que lui vient rechercher. Donc c'est de l'apport mutuel, c'est ce qu'on appelle vraiment un partenariat en fait, entre les deux. Moi, plus précisément, entrepreneur, ouais, c'est vraiment ce côté envie de travailler pour soi-même, avoir envie de créer, avoir envie d'apporter quelque chose aux autres. C'est un mot que j'ai l'habitude d'employer, que j'ai encore pas trop employé depuis qu'on discute tout à l'heure, c'est le côté humain. Ce côté humain, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est avant tout humain, de la relation humaine, à tout niveau, parce qu'il faut travailler sur des parties techniques, du côté bancaire, c'est vraiment de la relation humaine. Et dans ce métier d'agent immobilier, je pense que c'est le métier qui met en relation le plus de métiers, ce côté humain, etc. Donc entreprendre, pour moi, c'est vraiment tout ça. Et après, il y a une autre composante, mais là je pense que les négociateurs ont besoin d'avoir cet aspect-là, c'est le côté résistance à l'échec. Dans le côté entrepreneur. Puisque un salarié, je ne veux pas dire qu'il se repose plus sur le chef d'entreprise, etc., mais il vient là pour faire ses heures, etc., il travaille, il apporte aussi à l'entreprise. Mais un entrepreneur, si ça ne marche pas, il s'en prendra qu'à lui. Donc il est obligé de se remettre en question, etc. Donc il faut aussi une certaine résistance à l'échec pour pouvoir évoluer, rebondir, etc. Et on y est confronté aujourd'hui. On parlait des leads vendeurs tout à l'heure, d'autres choses. On voit ce qui se passe dans les médias depuis une semaine, etc. Ça peut être assez anxiogène, etc. On ne sait pas de quoi demain est fait. Exactement. Alors, tu as commencé à y répondre. On y viendra peut-être un tout petit peu après sur comment tu essaies d'infuser ces valeurs auprès des entrepreneurs de ton réseau. Mais si on revient un tout petit peu à toi, t'as pas parlé, mais j'aimerais que tu nous en parles aussi d'abord des nombreux avantages qu'a un entrepreneur, et j'aimerais que tu en parles notamment sous l'angle de la liberté. Comment tu as valorisé le fait de pouvoir organiser ton temps plus comme tu veux, et tes conseillers, ça leur parlera aussi, puisqu'ils ont fait ce choix-là. Donc peut-être revenir sur un des avantages que tu n'as pas encore cité. Et puis après, je voudrais creuser un peu avec toi cette idée, oui, en tout cas des difficultés et de ce qui est plus compliqué dans le métier d'entrepreneur. Tu l'as dit, la responsabilité. Un entrepreneur qui échoue, il ne peut pas se retourner pour dire c'est la faute de celui qui était derrière moi ou de celui qui était au-dessus de moi. Pourtant, on l'entend des fois. J'en ai eu dans le réseau et d'autres doivent l'entendre dans d'autres structures. On peut l'entendre, mais la vérité, c'est qu'on est sur le papier, en tout cas, largement responsable de ses réussites ou de ses échecs. Et donc, ça m'intéressera dans le même temps. Mais d'abord, c'est cette question de liberté. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué. Toi, ça a été très fort. T'avais quel âge quand tu as senti que tu avais besoin peut-être de cette liberté de se dire si je veux travailler le samedi matin et pas le vendredi après-midi, si je veux organiser mon emploi du temps différemment. Là aussi, alors, sans forcément le dater, mais est-ce que... je vais t'avouer quelque chose, Vincent. Je pense qu'aussi, il faut
on est des entrepreneurs. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a du caractère. Et avoir du caractère, en général, ce sont des personnes qui n'aiment pas la hiérarchie, ou à un moment donné de leur vie, ils ont fait le tour, etc. Donc tu l'as évoqué, c'est retrouver cet esprit de liberté. De la liberté qu'on recherche pourquoi ? Parfois parce que on a fait le tour d'une question dans le salariat, parfois parce qu'on a la famille, hein, on a une vie personnelle qui évolue, des envies qui évoluent, la liberté de gérer son agenda. Tu en parlais, hein, et j'en parlais aussi à l'instant, on voit que c'est une profession qui se féminise beaucoup. Dans les réseaux de mandataires, hein, toutes les statistiques le montrent, la proportion homme-femme, je crois que maintenant, il y a même, tu m'arrêteras si je dis des bêtises, tu as peut-être plus de stats que moi, mais on est passé à la barre des 50 au niveau féminin maintenant, et tant mieux, d'accord, d'ailleurs. Mais voilà, une liberté aussi de gérer son emploi du temps, tu l'as évoqué, de pouvoir travailler, par exemple, un samedi et de se garder un lundi pour aller, alors moi je le fais pas, mais ici, tu vois, on est en région de montagne, c'est la région du ski. Comme il y a beaucoup de monde sur les pistes le week-end, tu peux y aller en semaine. Pour d'autres, c'est de pouvoir s'occuper des enfants le mercredi plus facilement, etc. Enfin oui, effectivement, c'est aussi un des paramètres qui est très important dans cet esprit d'entreprendre, de liberté, de pouvoir partir en vacances quand on le veut, ou au contraire, mettre un gros coup de boost quand on en a entre guillemets envie, qu'un besoin. Voilà. Donc c'est vraiment s'autogérer de A à Z, voilà, et être totalement responsable de sa propre activité et de son entreprise. Parce qu'un agent commercial, c'est une entreprise. Hein. Tu vas voir qu'il y a une nouvelle législation là, qui est sortie justement sur la protection sociale des agents commerciaux, etc. C'est un véritable chef d'entreprise. Voilà. C'est pour ça que moi, je les considère comme tels et non pas vouloir avoir les avantages du négociateur qui est salarié et en même temps les avantages du négociateur qui est indépendant. C'est pour ça qu'on leur apporte aussi, nous, de la formation en face, hein, qui leur permet de se professionnaliser davantage, de se mettre au goût du jour des nouvelles législations, etc. Tu vois, là, aujourd'hui, c'est un peu une coïncidence, mais on réalise cette interview. Il y a une formation, là, au siège qui est en cours. D'ailleurs, tu rencontreras les négociateurs qui sont présents ce soir lors d'un dîner. Et donc, ça, c'est tous ces éléments-là qui nous permettent de leur apporter un maximum de choses, parce que livrer à soi-même sur le terrain, loin d'un siège social, même si avec les moyens modernes, on est en communication régulière, hein, par téléphone, par nos hotlines techniques, juridiques, etc., le staff administratif, c'est pas tous les jours facile pour les négociateurs, malgré que ça soit extrêmement motivant. C'est des challenges vraiment, voilà quoi. C'est un peu comme un sportif, hein, un négociateur immobilier. C'est un challenge, réussir à atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés eux-mêmes, et à nous de les accompagner afin qu'ils puissent les atteindre. C'est très juste ce que tu dis, et ça pose la question effectivement comment tu infuses ces valeurs au sein du réseau. Je parlerai peut-être pas des leçons de l'échec. Parce que c'est le cas le plus radical, où vraiment on dépose le bilan d'une entreprise, on repart sur autre chose. Ça nous est arrivé dans nos carrières les uns les autres entrepreneurs, mais peut-être d'une forme, et ça m'intéresse de savoir comment toi tu gères ça à titre personnel et au sein de ton réseau, une forme parfois de découragement, de fatigue du métier. Nous, on a coutume de dire à la maison des mandataires que on a le droit d'être fatigué et résigné le soir quand on rentre chez soi et qu'on a perdu dans la journée 2 mandats ou qu'on n'a pas réussi à obtenir ce qu'on voulait. Mais on n'a pas le droit de l'être quand on va le lendemain à un rendez-vous pour récupérer un nouveau mandat. Enfin, je pense qu'une des forces de l'entrepreneur, c'est que les mauvaises nouvelles, il les encaisse, il les digère assez vite et puis il repart. Il faut savoir rebondir tout de suite. Exactement. Je prends un exemple théorique. J'imagine qu'il y a des journées où tu as 1 ou 2 conseillers qui t'ont quitté, que tu as une vente que tu pensais faire que tu n'as pas faite, tu as peut-être quelqu'un au siège que tu voulais recruter qui finalement n'est pas venu. Bref, on a tous, par définition, chaque jour, 3-4 bonnes nouvelles, 3-4 mauvaises nouvelles. Comment toi, tu réagis à ces mauvaises nouvelles, face à ces mauvaises nouvelles? Et au fond, qu'est-ce que tu dirais aux conseillers de ton réseau et aux conseillers plus largement qui nous écoutent sur comment on réagit à la perte d'un mandat, à un échec relatif, et comment le lendemain, on retrouve de l'énergie? Je crois que la leçon d'énergie et de capacité à positiver, ça m'intéresse que tu nous... Ce qu'il y a, c'est qu'on est tous humainement différents. Je t'apprends rien. Hein, évidemment, mais humainement, on est tous différents. Moi, on n'a pas parlé, là, c'est plutôt dans ma vie perso. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, notamment beaucoup de vélo.
Donc on se retrouve aussi en situation d'échec, etc. Et tu me demandes comment, à ce moment-là, tu rebondis, et je peux faire un parallèle entre l'immobilier et le sport, comment tu rebondis. Déjà, pour moi, c'est un état d'esprit, soi-même. Tu dois être capable, toi-même, j'ai dit tout à l'heure, de te remettre en question, de te dire, allez, là, il y a eu un échec, mais déjà, pourquoi? Identifier pourquoi. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est un élément extérieur qui est intervenu? Est-ce que j'ai tout fait pour et que malheureusement, il y a des impondérables qui font que ça ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu? Mais demain, qu'est-ce que je fais pour que la journée elle soit plus positive, que si la même situation se présente, j'y arrive? Alors pour moi, c'est déjà ne pas rester seul dans son coin, penser ou lire, regarder des choses positives, de personnes qui ont réussi quelque chose, etc., s'inspirer des autres, ça pour moi c'est extrêmement important. Et puis tu n'as pas le choix aussi, quand tu veux rebondir, de savoir t'entourer. Tu vois, tu prends mon exemple, j'estime, sans prétention aucune, que ici, par exemple, au siège social, pour pouvoir vraiment accompagner les négociateurs, leur proposer tout ce qu'on leur propose, j'ai besoin d'avoir une équipe compétente. Et quand j'ai un coup de moins bien, je veux aussi échanger avec le staff, etc. Et c'est pareil pour les négociateurs. On leur dit, le jour où quelque chose ne va pas, tu as une question, tu as un coup de moins bien, appelle un collègue, appelle-nous au siège, on est là pour ça. Sinon, je vais dire, on sert à quoi? On sert pas à grand-chose. On est là plutôt dans les moments qui sont négatifs, qui sont pas faciles, pour te rebooster le moral, etc., pour échanger simplement, même de choses et d'autres. L'échange, voilà. Donc il faut s'inspirer des autres, résistance à l'échec soi-même, se remettre en question, et puis essayer de positiver un maximum. Parce que si tu commences à ne regarder que ce qui est négatif, soit dans les médias, soit en autre, tu peux déjà arrêter l'immobilier demain, tu démarres même pas. Et l'entrepreneuriat d'ailleurs. Et l'entrepreneuriat non plus. Ce que tu dis, c'est très intéressant, c'est d'abord essayer de comprendre les raisons de l'échec relatif, ou en tout cas de la mauvaise nouvelle du jour, pour reprendre ce que je disais. Deuxièmement, s'inspirer, se libérer l'esprit aussi en lisant, en regardant des vidéos, en s'intéressant à des gens qui ont réussi quelque chose. Ça peut être dans le milieu des affaires, mais de ce que je comprenais, ça peut être aussi dans le milieu artistique. Enfin, en tout cas, s'inspirer des bons, s'inspirer des meilleurs et pas nourrir une forme de ressentiment. Versus des gens qui pourraient réussir dans d'autres domaines. Et ça, je pense que c'est très fort ce que tu as dit. Et troisièmement, je retiens aussi, on rebondit plus facilement quand on est bien entouré que quand on est tout seul. Bien sûr. Et peut-être c'est un message aussi qu'on peut passer, si tu souscris à ce message, aux conseillers à l'échelle du pays qui ont vécu pour beaucoup 2-3 belles années là, avec des belles années de l'immobilier. On parlera du marché dans la troisième partie. Encore, on ne pensait pas que ça serait des belles années. Et si tu te souviens, quand il y a eu les premiers confinements, on était plutôt pessimiste, on va dire. Mais tant mieux que ce fut de belles années. Et il peut y avoir la tentation chez des conseillers, et tu en as sûrement beaucoup dans ton réseau qui réussissent très bien, c'est le one-man show, et le risque du one-man show. Et toi, ce que tu dis, et moi je souscris, et je pense qu'on peut le dire ensemble, c'est que c'est dans les périodes où ça va bien qu'il faut aussi savoir s'entourer, en prévision potentiellement de périodes où ça va un peu moins bien. Et ça, c'est un message fort que tu as passé. Ces valeurs, comment tu les inculques? C'est dans des formations, c'est dans le recrutement que tu essayes de passer ces messages-là à tes conseillers? Et c'est un combat, j'imagine, de tous les jours pour toi de partager. C'est peut-être plus facile de partager un outil que de partager des valeurs. Je te dirais, c'est comme dans la vie, dans nos vies perso, dans la vie de tous les jours. En général, on va plutôt attirer son semblable que son opposé. Donc, tu vois, quand on a créé, on s'est déjà entouré de personnes, je te l'ai dit tout à l'heure, que l'on connaissait déjà, qui véhiculaient, qui recherchaient les mêmes valeurs que nous, qui s'identifiaient à nos valeurs. Donc déjà, quand tu travailles avec des profils de ce type, plus après, quand tu recrutes un staff au siège, en leur inculquant aussi les valeurs que toi, tu souhaites donner à l'entreprise, etc., et que les personnes y adhèrent, forcément, dans des discours de recrutement, d'échange, dans les formations, etc., les gens s'identifient à cela, et derrière, tu sais très bien que le bouche à oreille, c'est la meilleure des publicités, notamment pour le développement, etc. Et du coup, on se retrouve avec des profils, le négociateur similaire. Chacun a son caractère, chacun a sa manière de voir les choses, etc. On reste tous différents. Mais c'est ça aussi qui nous a amené à avoir un réseau qui soit assez homogène à ce niveau-là et qui n'a pas trop de disparité.
Vraiment sur les valeurs humaines et professionnelles. Vraiment, je pense que dans le réseau, je peux même parler à la place de certains négociateurs. Ouais, ils seraient assez unanimes à dire que, certes, il y a des choses à améliorer, etc., mais qu'il y a déjà d'excellentes bases au sein du réseau 3GIMO. Ouais. Et ma dernière question sur cette partie, si on doit être bref, je sais que c'est une question qui pourrait amener une réponse longue, mais l'entrepreneur Guillaume Toussaint, dans 5 ans, dans 10 ans, il se voit où? Alors, tu peux me citer, si tu veux, des chiffres d'objectifs de 3GMO, mais tu peux aussi répondre tout à fait autre chose. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se projette aussi, qui a une idée plus ou moins précise d'ailleurs, et c'est pas grave si elle n'est pas très très précise, de ce qu'il veut être dans 5 ans, dans 10 ans. Toi, le soir quand tu te couches ou le matin quand tu te lèves et que tu penses à toi-même dans 5 ans ou 10 ans. Où je me vois? Alors où, je ne sais pas, mais en tout cas entrepreneur. Ça, c'est une certitude, on en parle depuis tout à l'heure. Je n'ai quasiment jamais été salarié de ma vie. Je ne sais pas que j'en ai pas envie, etc. Mais je me vois pas, je me vois continuer à être entrepreneur. J'ai créé 3GIMO. C'est une structure dans laquelle je m'épanouis, je m'éclate. Si je parle, si je te le parle de manière un peu plus familière. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On voit qu'on est dans un métier au sens large du terme, donc l'immobilier et même le métier de la transaction immobilière dans lequel on est un peu plus spécialisé évolue à vitesse grand V. Dans 3 ans, 4 ans, je ne sais même pas si la profession sera encore identique à ce qu'elle est aujourd'hui. On n'en sait rien. Mais en tout cas, je me vois toujours au sein de 3GIMO, en ayant, j'espère, eu une idée, une excellente idée qui révolutionnera peut-être ou qui améliorera le quotidien des négociateurs, et pas que chez 3GIMO, parce que je pense certes à 3GIMO, aux négociateurs 3GIMO, mais si on peut aussi avoir apporté sa pierre à l'immobilier, pourquoi pas. Et puis, si on parle plus précisément de 3GIMO, d'ici 2025, 26, là aujourd'hui je te dis on est 650 négociateurs. Si on arrivait avec un maillage cohérent, un recrutement qui ne soit pas non plus excessif à 1000 négociateurs, j'en serais extrêmement satisfait. Puis après, le chiffre d'affaires est extrêmement compliqué, puisqu'on voit bien que l'immobilier reste quand même assez cyclique. Donc des volumes de vente tels qu'on les a connus en 2021, je ne suis pas certain qu'on va maintenir ces volumes. Donc mais que ça continue, que le client final soit satisfait, que les négociateurs soient satisfaits. Et voilà. Que ça continue comme ça. Et puis bien évidemment, on a oublié un élément, mais ça tout le monde le sait, c'est la santé. Donc déjà avoir la santé. Et puis voilà. Voilà où je me vois d'ici quelques années. Entrepreneur, certainement au sein de 3GIMO, et puis avec la santé pour pouvoir profiter de la vie en parallèle. Merci Guillaume pour cette deuxième partie consacrée à ton parcours d'entrepreneur et à la façon dont tu considérais cette façon de travailler. Je crois que ça parle à beaucoup de gens. On se retrouve juste après pour une troisième partie consacrée à ta vision du marché immobilier. Ici à Annecy et plus largement au niveau national, nombre de transactions, évolution des prix, enfin plein de questions à te poser sur le sujet. À tout de suite. On est de retour dans cette émission autour de toi, Guillaume Toussaint, 3GIMO. On a parlé de son entreprise, de son développement très fort, de ton parcours d'entrepreneur, et je pense que c'est une partie qui intéressera beaucoup les gens qui nous regarderont et qui nous écouteront. La troisième partie de ce format, elle est consacrée à ta vision du marché, de l'immobilier, du logement. C'est pas des questions toujours faciles, on n'a pas de boule de cristal, ni toi ni moi, mais on essaye de partager souvent nos convictions. Oui, c'est vrai, ce serait utile. D'abord peut-être, puisqu'on est à Annecy et que l'immobilier c'est quelque chose de local, en tout cas ce qui est vrai à Annecy n'est pas vrai à Lyon, et ce qui est vrai à Lyon n'est pas vrai ailleurs. D'une rue à l'autre, pour ne pas dire d'un côté à l'autre d'une rue. Oui. Annecy, tout le monde connaît Annecy, mais évidemment pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un marché extrêmement dynamique, où les prix de l'immobilier ont beaucoup augmenté, notamment grâce à l'attraction et au dynamisme de Genève, qui est en fait tout proche, et qui est une des grandes villes européennes. La frontière est à 20 minutes. 20 minutes, la frontière. Là, sur les 12 derniers mois, 24 derniers mois, toi, ta vision du marché Annecy, la hausse des prix, elle a été peut-être plus forte sur les maisons que sur les appartements. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire pour éclairer les gens qui nous écoutent, pour mieux comprendre ce marché? Puis après, je t'interrogerai sur le marché plus national. Très bien. Tu l'as déjà très bien résumé. Annecy est un marché qui est particulier à l'échelle nationale. Pour plusieurs raisons. On reste sur un bassin qui est extrêmement dynamique au niveau de l'emploi.
de par la vallée de l'Arve et le décolletage, pardon. Donc vallée de l'Arve, c'est toute la vallée qui va aller, je dirais, d'Annecy pour prendre large jusqu'à Chamonix, on va dire, et qui est située entre Annecy et Genève. La Haute-Savoie, je la prends à personne, très dynamique au niveau du tourisme, au niveau du sport, etc., donc qui attire énormément de monde. Et forcément avec la Suisse à côté, notamment Genève, je viens de le dire, la frontière est à 20 minutes, et Genève également juste à côté. On a des frontaliers, énormément de frontaliers qui passent la frontière tous les matins pour aller travailler, et ils y vont notamment pour y trouver des salaires qui sont 2,5 fois à 3 fois plus élevés à poste égal avec ce qu'ils pourraient trouver en France. Donc forcément le pouvoir d'achat est beaucoup plus élevé. On est sur des marchés particuliers également, puisque le territoire de montagne, le lac, etc., le foncier n'est pas éternellement extensible, et plus des prix qui étaient déjà élevés auparavant, donc un afflux de personnes démographiquement, etc., ce qui fait que les prix augmentent très très régulièrement. En 2021, par exemple, marché moyen, les prix ont pris entre 5 et 10% sur la Haute-Savoie. Voilà, chaque année, on est à peu près sur ces proportions-là, sur des statistiques notaires. Si je veux m'acheter un appartement, un T3, aujourd'hui dans Annecy, le prix au mètre carré moyen. Alors je te dirais que ça va dépendre sur quel secteur tu veux aller sur Annecy, parce que ça reste aussi des micro-marchés, comme tu l'as vu avec le lac juste à côté, la vieille ville. Tu as 2-3 communes juste à côté, bord de lac, qui sont également extrêmement prisées par des forts pouvoirs d'achat. Mais on est en moyenne entre 3 et 4 000 euros, et ça peut monter jusqu'à du 10 000 euros le mètre carré. Annecy est l'une des villes les plus chères de France après la région parisienne. Si tu regardes, et avec la Côte d'Azur, après, mais voilà, Annecy reste une ville extrêmement chère. Et si je suis plus ambitieux et que je veux une maison, autour d'Annecy, là, le ticket minimum, je pense que c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, on parle toujours d'1 million d'euros minimum pour s'acheter une maison près du lac. Ah oui, si tu veux être près du lac, effectivement. Mais ailleurs, si on s'éloigne un petit peu. Si tu t'éloignes un petit peu, si tu t'éloignes en allant vers le bassin genevois, là non, tu vas toujours rester dans des prix qui vont être extrêmement élevés. Et par contre, si tu vas vers la Savoie, Aix-les-Bains ou Rumilly, qui sont des villes qui se trouvent à 20 minutes en voiture d'Annecy, là tu vas commencer à avoir des budgets qui sont toujours plus élevés que la moyenne nationale, mais tu vas trouver des maisons mitoyennes, 300, 350 000 euros, un petit peu plus loin. Et puis de la maison individuelle, on va être à 500 000 jusqu'à 700, 800 000, etc. en fonction de la situation, de la surface du terrain, des prestations, etc. On est dans un territoire où les prix de l'immobilier sont extrêmement élevés. Je pense que les chiffres que tu viens de donner permettent de situer. Et une pénurie de biens partout. Par exemple, on peut parler, alors qu'il y a quand même un micro-marché, mais le marché du bien dit de prestige, de luxe, parce qu'on en a quand même ici sur Annecy, avec les bords du lac, etc., à la sortie confinement, le peu de biens, on va dire, commercialisables en termes de prix, puisqu'il faut aussi que ça soit dans un prix marché, sont partis en rien de temps. Pareil, parisiens, des étrangers également, etc. Mais un marché avec une grosse pénurie au niveau du foncier et une pénurie au niveau des biens. Plus de demandes que d'offres. Si on essaie de pousser l'analyse au niveau national, toujours en restant sur la question des prix, il semblerait qu'il y ait aussi toujours plus de demandes que d'offres à l'échelle nationale. On a vu là depuis 2 ans plutôt une hausse du prix des maisons plutôt plus forte que celle des appartements, avec un attrait, ou en tout cas une attractivité particulièrement marquée pour les maisons avec jardin et font une forme de verdure. Pour toi, c'est un mouvement de fond qui va s'installer, ou est-ce que tu penses que on va rééquilibrer, que les métropoles vont à nouveau attirer des habitants en leur sein? C'est quoi ta vision un petit peu de l'évolution des prix à 4-5 ans, notamment dans l'arbitrage entre maisons et appartements, ou d'autres éclairages que tu voudrais apporter au niveau national? Extrêmement compliqué à prévoir. En même temps, je ne suis pas un analyste, je ne suis pas un prévisionniste, etc. Je pense que toute cette pandémie qu'on a traversée, on l'a vu aux sorties des confinements, que les gens vont quand même rechercher à aller plutôt dans les périphéries de ville, avoir qu'un peu d'espace vert, un petit peu de place, etc. Peut-être en prévision d'autres, on ne sait jamais, confinement ou autre. Donc le besoin d'espace, donc peut-être plus sur de la maison, du rez-de-jardin, etc. Ça va dépendre aussi d'autres facteurs, on l'évoquera peut-être ensuite, mais au niveau des taux bancaires, ça va aussi dépendre énormément de ça. Tu confirmes la petite hausse depuis le début de l'année? Très légère, oui, on constate une légère hausse, oui.
Effectivement, on voit que les taux sont Ils restent très bas, ils restent très attractifs, mais légère hausse. Après, avec ce qui se passe à l'échelle du monde aujourd'hui, on verra ce qui va se passer. Mais nous faisons cette captation, peut-être disons-le, au moment où les pourparlers reprennent entre l'Ukraine et la Russie, oui. mais au fond, une semaine après la déclaration de guerre. Donc je pense que c'est à ça dont tu... C'est ça. Tu faisais référence. Dans des incertitudes à tout niveau, on va dire. On ne sait pas où nous en serons quand la vidéo sera diffusée. C'est ça. Et donc, et puis il y a aussi un élément, parce qu'on parle beaucoup de l'immobilier dans l'ancien, on n'a pas parlé du neuf, et on dit souvent quand le bâtiment va, tout va. On entend de plus en plus, et même ici on parlait d'Annecy, les promoteurs, constructeurs qui commencent à tirer la sonnette d'alarme, accordez-nous plus de permis, etc. Attention, attention. Plus le coût des matériaux qui augmente aussi, ce qui peut faire que les prix augmentent, il peut y avoir une problématique à un moment donné. Ce qui n'est pas sans lien avec le conflit, puisqu'on m'expliquait justement à midi que la Russie est un gros exportateur d'acier. On utilise beaucoup d'acier encore pour construire. Et donc, déjà que les prix augmentaient, mais il n'est pas impossible qu'ils augmentent encore davantage. En conséquence de cette crise. Bien sûr. Donc, il y a plein de paramètres différents pour l'évolution des prix. Je parierais, même si je ne prends pas grand risque, que les prix vont continuer à augmenter. Le rêve de tous les Français, c'est de devenir propriétaire, parce que la France, on n'est quand même pas un pays où la majorité des Français sont propriétaires, donc c'est le rêve de tous les Français. Après, est-ce qu'ils auront le pouvoir d'achat? Est-ce que les taux d'emprunt vont leur permettre, etc. Mais oui, alors après, les volumes seront peut-être un petit peu moins élevés que ce qu'on a connu. On en parlait tout à l'heure. C'était ma dernière question. Les volumes dans l'ancien seront... Peut-être pour rappeler, on a fait à peu près 1,2 million de transactions sur l'année 2021. Ouais. Qui est plus que l'année 2020, qui a même été dans l'ancien et dans le neuf, je crois que c'est 300 000. Alors, il y a beaucoup, oui, il y a des ventes en bloc. Si on prend que les ventes à la découpe, c'est peut-être un petit peu moins, mais effectivement, on n'est pas loin du 1,5 million de transactions en tout, ce qui est très impressionnant. Ta vision de l'année 2022, notamment au vu de ce que tu observes depuis 2 mois, puisque là, on est fin février, tu penses qu'on va faire aussi bien que 2021? Peut-être pas. Si on fait moins, est-ce qu'on fait beaucoup moins? Comment tu sens les choses? Tu as dit difficulté à récupérer des mandats. Difficulté à récupérer les mandats, mais entre guillemets le peu, mais il y en a quand même qui rentrent, des mandats. Tous les mandats qui rentrent, bien évidemment au prix marché, ce que les acquéreurs sont prêts à mettre, ils partent très vite. On est dans des durées beaucoup plus courtes aujourd'hui de mise sur le marché. Les biens restent très peu de temps sur le marché. Moi, je suis très confiant pour cette année 2022 au niveau de l'immobilier. Il y aura certainement un léger tassement en termes de volume. Mais comme on l'a dit, on l'a évoqué, ça va dépendre de divers facteurs qu'il est toujours extrêmement compliqué de prévoir à l'avance. Voilà, non, mais on va rester sur une année dynamique. Allez, on va tabler entre le 1 million et le 1 200 000 comme il y a eu cette année. Ce sera déjà une très belle année au niveau national. Je crois que c'est très clair et que ça permettra à chacun d'y voir plus clair à la fois sur le marché que tu connais le mieux, c'est-à-dire le marché d'Annecy. On a bien compris que l'inflation était faite pour durer. Et puis plus largement au niveau national où tu prévois une hausse des prix peut-être moins forte mais qui continuera. Qui sera certainement modérée, oui. La demande... Oui. Parce que la demande sera certainement moins forte. Il y a eu une telle demande en sortie de confinement sur des biens, etc. Les gens ne vont pas rechanger de logement tous les 6 mois. Je crois que la durée de détention moyenne d'un bien en France, elle n'a pas changé, c'est entre 6 et 7 ans. Donc ça va normalement se tasser un tout petit peu, mais ça restera, comme je viens de le dire, extrêmement dynamique. Ouais. Donc on peut être optimiste. Il faut l'être. Et puis de toute façon, toi qui as connu la crise de 2008, les bons conseillers prospèrent même dans des périodes où il y a un peu moins de transactions, c'est une évidence. Le gâteau, il est quand même extrêmement large et donc il y aura une prime peut-être aux bons conseillers versus des conseillers moins compétents. Oui, ceux qui s'accrocheront, qui resteront positifs, etc. Parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi un métier. Il y en a beaucoup qui aimeraient entreprendre, mais qui n'osent pas franchir le pas. Et moi, je dirais, il faut, alors, sans faire n'importe quoi, évidemment, en fonction de sa situation personnelle, etc., mais il y a beaucoup de moyens aujourd'hui de bien s'entourer pour pouvoir démarrer, etc., d'avoir de bons conseils. Et donc, il faut surtout, ceux qui en ont l'envie, qu'ils n'hésitent pas, quoi. Voilà, il faut vraiment croire en soi-même. Voilà. Je conclurai vraiment par ça, il faut vraiment croire en soi-même. On ne peut pas réussir si on ne croit pas déjà en soi-même. C'est la conclusion parfaite de cet entretien, de cet très agréable entretien. Merci Guillaume pour l'accueil ici à Annecy dans tes locaux. J'étais déjà venu et où je reviendrai sûrement. Merci Vincent. Merci pour ton partage d'expérience. Je crois que c'était et que c'est intéressant en tout cas les gens qui nous regarderont, qui nous écouteront, ils en sauront plus sur 3GIMO.
Je l'espère. Ils en sauront plus sur toi et sur ton parcours d'entrepreneur. Et puis, ils en sauront plus aussi sur le marché, sur la façon dont, et toi et moi, puisque je vais aussi donner un peu mon avis, on voit l'évolution du marché à court, à moyen terme. On viendra t'interroger dans quelques mois pour voir si tu as dit, si tu t'es pas trompé. Et puis j'espère. On notera. Et puis si je me suis trompé, on peut tous se tromper. Et j'espère surtout que le marché immobilier va rester dynamique et que les gens, les négociateurs, auront du business, que ça se passera bien pour eux. Et puis si certains d'entre vous souhaitent plus d'informations sur 3G IMO, souhaitent échanger avec moi, ou même avec toi Vincent, qu'ils n'hésitent surtout pas. J'imagine qu'on peut facilement te joindre, il doit y avoir toutes les coordonnées sur le site. Chacun pourra te joindre et contacter les. Et puis évidemment le fabuleux site, la fabuleuse structure que tu as créée, la Maison des Mandataires, qui est là aussi pour ça. Bien sûr, pour mettre en lien, pour mettre en relation les réseaux, les dirigeants, les négociateurs. Voilà. Exactement. Merci donc à toi Guillaume, merci à ton équipe aussi qui nous a aidé à construire cet événement. Moi je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode donc, de ce format, l'interview du dirigeant. Je ne sais pas quel sera le prochain réseau, mais sûrement un réseau ou un dirigeant qui aura aussi beaucoup de choses à dire comme toi Guillaume. Et puis je vous donne rendez-vous via les différents contenus de la Maison des Mandataires. Pour beaucoup, vous êtes inscrits notamment à notre newsletter tous les mercredis matins. Donc à bientôt dans une prochaine vidéo, à bientôt dans une newsletter et bonne journée à tous.